Bonjour. En effet, il y a peut-être un jour où j'entrerai sur scène en massacrant le thème de Zelda, mais rassurez-vous, ce jour n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de refactoring. Vous allez avoir un petit QR code à l'écran qui va vers mes slides dans lesquels il y a plein de liens. Et si vous n'avez pas le temps de le scanner maintenant, il sera aussi à la fin de la présentation. Voilà. Donc je suis... J'avais prévenu, ce sera rapide. Donc je suis Jérôme Petazzoni, j'ai passé, ça fait plus de 30 ans que je fais du code, un petit peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et ça fait presque 20 ans que je le fais professionnellement. Professionnellement, ça veut dire qu'il y a des gens assez inconscients pour me donner de l'argent pour ça. Et puis sur ces 20 années, j'en ai passé 7 chez Docker, en effet. Et pendant tout ce temps-là, j'ai refactoré plein de choses. Je suis allé trouver des bugs dans la stack HTTP de Node.js. J'ai fait des descentes en rappel dans le code du kernel sans trop savoir ce que je faisais là. Mais le refactoring le plus difficile que j'ai jamais fait, c'est les 2 dernières années chez Docker où je me suis battu avec une dépression et un burn-out. Donc c'est ça dont je vais parler parce que le reste, franchement, c'était de la gnognotte. Donc je vais parler de dépression et de burn-out, et plus précisément, je vais parler de ma dépression et mon burn-out, parce que c'est des choses qui se manifestent de manière différente chez chacune et chacun. Donc l'expérience que j'ai eue, je ne prétends pas qu'elle soit universelle, je vais juste vous raconter mon histoire. Et donc voilà un petit peu le plan pour ce matin. Ça va être très classique en 3 parties, avant, pendant, après. Je vais vous raconter ce que j'ai appris sur le sujet avant d'y être moi-même concerné, et puis le bilan après, et entre autres ce que j'aurais aimé savoir avant, histoire d'être mieux préparé. Donc commençons par le avant. J'ai eu la chance de tomber par hasard sur des blog posts, des talks super intéressants sur la question, comme par exemple Dev and Depression de Greg Boggs, où il parle d'un désordre bipolaire type 2. C'était fascinant. Et puis en 2014, lors de la conférence Scale à Los Angeles, Burnout and Ops de Lars Leitonen, que je vous conseille aussi si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment un talk formidable. Et puis Smoke de Carlos Flores. Smoke, c'était un talk sur comment faire du testing avec des script shells, qui sont 2 sujets aussi chers à mon cœur. Et puis l'année d'après, à la même conférence Scale, j'apprends que Carlos ne fera plus jamais de talk, parce que malheureusement, il a quitté son travail et il a mis fin à ses jours. Quand j'apprends ça, en fait, je rentre dans ma chambre d'hôtel et puis je m'assois comme ça sur mon lit et je pleure un bon moment, sans trop savoir pourquoi, parce qu'en fait, Carlo, j'avais vu son talk l'année d'avant, mais on ne se connaissait pas personnellement, c'était pas un pote ou quoi. Donc je me demande pourquoi est-ce que je suis autant affecté par ça. Et puis, en réfléchissant, je pense que j'étais affecté parce que j'étais concerné, parce que même si on ne se connaissait pas personnellement, il était Ops, on-call, sur des infrastructures assez lourdes, comme moi, juste avant de devenir évangéliste. Et donc, je me sens concerné un petit peu comme quand les chauffeurs de bus se mettent en grève, parce qu'il y en a un qui s'est fait agresser, en fait. On se dit, ça aurait pu être moi. Donc je fais pas mal de recherches. J'apprends qu'une personne sur 5 aux États-Unis souffre de troubles mentaux. En France, on fait ni mieux ni moins bien, c'est pareil, 1 sur 5. J'apprends aussi qu'il y a 3 fois plus de morts par suicide que par accident de la route en France. C'est des chiffres quand même qui font réfléchir. Une période sur 5, je vous invite à jeter un coup d'œil bienveillant à la personne assise à votre gauche, à votre droite, devant vous et derrière vous. Sur ces 5 personnes, enfin sur vous et les personnes qui sont autour de vous, ça veut dire qu'il y a une personne qui, à un moment donné de sa vie, a fait face ou va faire face à une dépression ou à un trouble mental aussi. Alors qu'est-ce qu'on entend par trouble mental ? C'est pas seulement la dépression, ça peut aussi être l'anxiété par exemple. Vous allez me dire oui, on est tous des fois un petit peu anxieux un jour ou l'autre. Non, là on parle de choses qui sont suffisamment fortes pour que ça affecte votre vie et que par exemple ça vous empêche carrément de travailler. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Alors je lis plein de docs et donc j'apprends plein de choses sur comment ça marche, la chimie du cerveau, la dopamine, la sérotonine, etc. Il y a un très très bon cours d'un neurobiologiste à Stanford, Robert Sapolsky, qui est dispo sur YouTube gratuitement et qui m'apprend entre autres que la dépression a des causes potentiellement biologiques, mais ça peut aussi être lié à des événements, et après les deux en fait s'alimentent. C'est un petit peu comme un cercle vicieux. Bon, avec tout ce que j'avais lu, on pourrait croire que c'est bon, je suis paré, tout va bien. En fait, non. C'est pareil, hein, vous pouvez toujours regarder toutes les vidéos de Kung Fu que vous voulez sur YouTube, c'est pas ça qui fera de vous une ceinture noire de karaté. Alors comment ça s'est passé ? Il y a eu un petit peu la création d'un terrain. C'est que j'avais un emploi du temps un petit peu chargé chez Docker, pour le moins qu'on puisse dire. En 1 an, j'ai donné presque 100 talks de mi-2014 à mi-2015. On a fait le Docker Tour de France fin 2015. C'était pendant 2 semaines, juste autour de la période de Noël. Plus de 2 talks par jour. C'était génial, parce que déjà j'ai pu rentrer voir ma famille pour Noël. Et puis parce que j'ai fait plein de rencontres extraordinaires partout en France, de gens qui s'intéressaient de près ou de loin à Docker.
Africa. Pareil, on a fait le Docker Tour du Monde. On n'a pas appelé ça comme ça, mais en quelques mois, je suis allé en Chine, en Russie, en Brésil. J'ai forgé des amitiés qui durent encore aujourd'hui et pareil, des rencontres et des échanges extraordinaires. Je regrette rien. Mais évidemment, tout ça, ça a été fatigant. C'est pas anodin. Et puis avec le recul, comme ça, en voyant ça, on se dit, bah oui, dis donc Coco, là, tu as peut-être un petit peu tiré un peu fort. À l'époque, c'était difficile de savoir que c'était beaucoup parce que je n'avais pas de repères, je n'avais pas de point de comparaison pour savoir combien de talks un évangéliste doit donner par mois, par an. Donc ça paraissait à peu près normal tout ça finalement. Puis les premiers symptômes apparaissent fin 2015. Je suis en train de préparer un gros talk pour Amazon Reinvent, la grosse conférence d'Amazon. C'est 30 000 personnes, donc vous imaginez 10 fois des Vox. Donc un peu la pression quand même, et comme je sais que j'ai une grosse tendance à procrastiner et à tout faire au dernier moment, je me dis bon là si je fais tout au dernier moment je vais me planter, donc je bloque 3 semaines dans mon agenda, je me book une salle de réunion et je me dis je vais passer 3 semaines dans cette salle à faire uniquement la préparation de mon talk. 2 semaines passent et là j'avais rien fait. Pourtant j'étais bienvenu, enfin consciencieusement et tout, hein, mais angoisse de la page blanche, au bout de 2 semaines, j'avais 3 pauvres lignes dans un pauvre fichier TXT, donc autrement dire rien. Je commence à paniquer un peu et je me dis bon, il y a dû y avoir un problème. Je prends un rendez-vous chez le médecin que j'ai tout de suite, miracle. Mon médecin me fait plein d'analyses, me dit Coco, tu es en pleine forme. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, ça doit être psychiatrique. Donc, j'arrive à avoir un rendez-vous chez un psy, pareil, quasiment tout de suite, miracle, qui me dit bah, c'est une dépression, prends des médocs et puis on se revoit dans 2 mois. Je sais pas trop. Et puis il se trouve qu'à l'époque, je faisais une thérapie pour d'autres raisons. Et la psy qui me suivait donc, depuis un petit moment me dit écoute, je pense pas que tu sois déprimé, bois de l'eau, fais du sport, tu vas voir, ça va passer. Ça fait rire, mais en même temps, c'est une personne qui me suivait depuis un moment, en qui j'avais confiance, et du coup, je l'écoute. Je suis allé faire un tour dans la baie de San Francisco à la nage, je vous raconterai plus tard, bon, c'était intéressant. Et puis, à la dernière minute, quelques jours avant cette présentation, tout se débloque, les vannes s'ouvrent, j'ai écrit plus de 100 slides, je fais mes démos, je les enregistre, etc. Je fais un talk qui marche super bien, tout va bien. Je me dis, bon, ça devait être juste un petit coup de fatigue, je ferme le ticket d'incident, tout va bien, on n'en parle plus. On n'en parle plus jusqu'à quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard, pendant une mise à jour Java, lors d'une mise à jour Java malencontreuse, je commence à perdre petit à petit le goût des choses. Alors, comment ça se manifeste? Plein de choses différentes. Par exemple, la photo de gauche, c'était une après-midi comme ça, à faire la fête sur des bateaux à côté de San Francisco. Donc vous imaginez avec plein de gens, des potes et tout, on est sur des bateaux, en train de boire des coups, de s'amuser. C'était quand même plutôt chouette. Et puis, en même temps, à un moment donné, j'avais juste envie d'être plus là, d'être ailleurs. Le problème, c'est ailleurs, c'est où? Qu'est-ce qui peut être mieux que sur des bateaux comme ça, dans les bras de la femme qu'on aime? Je ne sais pas trop. Sous ma couette? Non, ça n'a pas l'air d'être une bonne proposition. Donc imaginez un petit peu, c'est comme si vous écoutiez la musique de vos artistes préférés ou que vous mangiez vos plats favoris et que vous fassiez « ouais, non, pas terrible ». Donc, à nouveau, sonnette d'alarme, je retourne chez le médecin. Un autre, parce que l'autre n'était pas disponible, qui me dit c'est une dépression, va à la pharmacie chercher tes médocs, on se revoit dans 2 mois. Et puis la communication passe quand même pas très bien. Je pense que j'avais raison de ne pas trop le sentir parce que plus tard, quand j'ai eu mon dossier médical, j'ai vu que j'étais pas un software engineer, mais un structure engineer. Ok, j'ai un accent vraiment pourri en anglais, mais quand même, c'est pour vous dire à quel point la communication n'était pas super bien passée avec ce médecin-là. Donc pareil, je me dis, plan B, je saute sur une occasion. Ma meilleure amie aux US me dit j'aimerais bien aller visiter la France cet été, la Bretagne, la Normandie. Je lui dis écoute, je suis l'homme de la situation. La Bretagne, j'y suis allé quand j'étais petit, il y a quelques dizaines d'années. La Normandie, je connais des gens, Nicolas qui est là-bas. Donc on y va, je m'improvise guide touristique et puis on passe quelques semaines. Je prends quelques jours de congé par-ci par-là. Je me prends un emploi du temps un peu allégé et ça va nettement mieux. Jusqu'à, malheureusement, quelques mois plus tard, je déménage pour m'installer à Kansas City
Et là, je découvre que je suis devenu ultra sensible au bruit. Les voitures dehors, les gens qui discutent en bas en sortant du bar, etc. Tout ça, ça me fait une sorte de presque de douleur physique. Et chaque soir, avant d'aller me coucher, en fait, je pense avec angoisse au moment où je vais entendre tous ces bruits qui vont m'empêcher de dormir et ça va être l'horreur. Alors, quand on va pas très bien, déjà on va pas très bien de base, mais quand en plus on n'arrive pas à dormir, je vous laisse imaginer la catastrophe. Donc, il me faut 1 mois pour arriver à me bouger et arriver à prendre un rendez-vous chez le médecin. J'y vais, qui me dit bah, c'est une dépression. Donc cette fois-ci, je me dis bon, je vais peut-être quand même le croire, et puis je commence les médicaments, je commence à prendre des antidépresseurs. Alors petit retour d'expérience sur les antidépresseurs, j'ai testé pour vous 3 molécules différentes. D'abord, la fluoxétine, que vous connaissez sûrement sous le nom de Prozac, normalement ça fait aller un petit peu mieux. Malheureusement, dans mon cas, ça n'a rien fait du tout. Ça a presque peut-être même empiré les choses. J'allais pas mieux. Et comme je savais que ça prendrait un petit moment avant d'agir, donc je suis resté sur mon traitement comme ça, bravement. Jusqu'à ce que quelques mois plus tard, quand même, quelqu'un me dise, tu sais, si au bout de 3 mois ça va pas mieux, tu devrais peut-être demander à ton médecin de changer. Je dis, bon, ok. J'essaye la mirtazapine. Là, ça marche un petit peu mieux. Bon, il y a des petits effets secondaires un peu gênants. L'impression des fois d'avoir comment dire, les effets négatifs d'être ivre, mais sans les effets positifs, pour autant qu'il y en ait. Donc des vertiges, perte d'équilibre, etc. Mais quand même un regain d'énergie significatif. Mais avec une impression d'instabilité, un peu comme une marionnette avec des élastiques super tirés, ou un petit peu ma métaphore favorite, c'est que j'avais l'impression d'être Iron Man, mais avec une barre de plutonium à la place de son réacteur, là, et que ça allait pouvoir péter à tout moment. Mais quand même, il y a du mieux, et du coup, je me dis, bon, peut-être qu'il faut encore changer de crèmerie. Je prends de la duloxétine, et là, ça va nettement mieux. Je me remets à avoir une vie plus normale, disons. Après quelques petits ajustements, mais ça va mieux. Alors, comment ça se passait pendant tout ce temps-là, le boulot Eh ben, à la fois bien et pas bien. De toute cette période-là, donc pendant facilement 6 mois, ma productivité a pris un sacré coup dans l'aile. En fait, j'arrivais à être réactif, c'est-à-dire que si on me posait des questions, si on me disait là on fait un call, etc., pas de problème, j'étais là, je répondais aux questions, tout va bien. Par contre, quand il fallait créer, c'était complètement impossible. Arriver à trouver des nouvelles solutions, imaginer des choses, écrire un talk, un abstract, là, c'était mort. J'arrivais encore à parler en public, mais ça me demandait des efforts considérables. Et heureusement, en fait, comme j'avais beaucoup travaillé avant, j'avais beaucoup de slides d'avance, j'avais beaucoup de matériel d'avance. Donc, par exemple, en novembre, quand ça allait vraiment pas bien et qu'il a fallu que je fasse une présentation, un workshop d'une journée, j'ai juste rassemblé les choses que j'avais et ça s'est passé sans problème. Et puis j'ai appris pendant cette période-là ce que c'était que le self-care. Les gens me disaient souvent ouais, c'est important de prendre soin de soi. Je ne voyais pas trop ce qu'ils voulaient dire par là. Donc à plus de 35 ans, j'ai compris ce que ça voulait dire. J'ai essayé plusieurs choses là aussi. D'abord, je me suis dit on va prendre le truc un corps sain dans un esprit sain, pardon l'inverse. Donc j'ai essayé du sport. Tous les matins, en fait, j'allais à la salle de sport, une demi-heure à transpirer comme ça, avant de préparer le petit-déj et tout. J'ai complètement arrêté l'alcool. Non pas que je buvais beaucoup, mais une petite bière le soir avec ma compagne, c'était plutôt chouette. Donc j'ai complètement arrêté tout ça et j'ai pas vraiment eu l'impression que dans mon cas, ça ait aidé, au contraire. Du coup, j'ai pris un peu l'excès inverse. Je dis, on va se faire plaisir, sans non plus tomber dans l'excès. Mais par exemple, jeux vidéo et lecture. Alors ça a été un petit peu compliqué parce que quand la journée, quand ça va vraiment pas bien, que ça fait 1 heure que vous êtes devant un éditeur avec 2 lignes écrites comme ça, se dire tiens, je vais faire un break, je vais faire un petit game, on se sent un petit peu coupable. Par contre, la lecture, depuis que je suis tout petit, pour moi, c'était un truc noble. Du coup, quand ça allait pas bien, j'allais prendre un bouquin et puis je lisais. Des fois, c'était 5 minutes, des fois, c'était 5 heures. Mais après, en revenant, c'est bon, j'avais à nouveau l'esprit clair et je pouvais m'y remettre et être un peu productif dans la journée. J'ai aussi acheté une demi-douzaine de Raspberry Pi et puis on a monté un projet qui s'appelle Phonos sur lequel j'ai fait un talk très rigolo au Luxembourg il y a quelques années. Bref. Et puis beaucoup de musique avec un spectre très large de Jean-Sébastien Bach à Ben Clock. Je me suis mis au violoncelle, c'était un vieux rêve. Je me suis toujours dit, quand je prendrai ma retraite, je ferai du violoncelle. Il se trouve que vous n'avez pas besoin d'attendre votre retraite pour réaliser des rêves comme ça. Louer un violoncelle, ça coûte pas grand-chose. Et donc j'ai appris le violoncelle et puis j'ai mixé de la techno berlinoise. Donc bon, voilà, j'avais dit que c'était un spectre un petit peu large. Mais... Et puis je me suis rendu compte que j'étais un animal social et que j'avais besoin du support de mes amis, de gens autour de moi. Donc il y a des gens qui sont venus me voir. Cette photo a l'air de rien là, mais c'était le réveillon
un réveillon en fait, et outre les amis qui sont autour de moi, dans nos assiettes, il y a du magret de canard qui était le premier que je cuisinais et réussissais depuis très longtemps. Et puis pendant tout ce temps-là, ma compagne qui est là aussi a été à mes côtés et m'a aidé, soutenu et supporté dans tous les sens du terme, ce qui n'a pas été tout le temps facile. Alors le self-care, c'est différent pour tout le monde. Ce qui a marché pour moi, ça marchera peut-être pas pour vous et inversement. Mais le but, c'est de trouver c'est quoi les ficelles, les ressorts qui font aller mieux et ensuite de les utiliser tant qu'on peut. Donc voilà, on est début 2017, je suis stabilisé avec mes médicaments, mon self-care, mes trucs qui me font aller bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Été 2017, par hasard, je participe à une étude sur la santé mentale, l'expatriation et le télétravail dans la tech. Autrement dire que je coche les 4 cases. Et pendant cette étude, je passe le MBI, le Maslach Burnout Inventory, qui est une sorte de test pour indiquer si on fait un burnout. Et ce test me dit, bingo, vous avez gagné un gros burnout. Je dis, tiens, c'est intéressant. Ce que je comprends de ça, en fait, c'est qu'en traitant, ma dépression est causée par mon burnout, et que si je traite la dépression, je traite les symptômes, mais la root cause, elle est encore là. Alors, c'est quoi la root cause de la root cause? C'est difficile à dire, mais ça semble être lié au travail, et du coup, je décide de faire une pause. Mais je repense à Carlos, et j'ai pas envie de faire une pause comme ça, hyper brutale. Du coup, j'essaye de plutôt planifier un atterrissage en douceur. J'en parle à mon équipe, qui me soutient totalement. Et puis ensuite, j'en parle à l'équipe RH et aux médecins. Et là, c'est pas du tout la même chanson. Je passe des mois en fait à essayer d'avoir un congé sabbatique sans solde, hein, entendons-nous bien, du côté RH chez Docker. Et je passe des mois aussi avec mes médecins pour essayer d'avoir un arrêt maladie en fait. Le dernier médecin que j'ai vu aux US sur ce sujet-là m'a recommandé de me faire des massages à l'huile de sésame. C'est authentique, hein. C'est pour vous dire à quel point on en était, quoi. Du coup, j'en arrive à la conclusion que on n'est jamais mieux servi que par soi-même et qu'il faut démissionner. J'avais de la chance parce que j'avais pu à ce moment-là mettre un peu d'argent de côté, un peu plus qu'un peu même, et du coup, je pouvais m'arrêter, c'était possible et je l'ai fait. Mais si jamais j'avais pas pu le faire, je ne sais pas dans quel état on m'aurait retrouvé. Donc le projet initial, c'était de prendre 6 mois off et puis après, on verra. Alors comment ça s'est passé ? Très très bien. Je me suis tout de suite remis à avoir des projets donc perso d'une part. Ça c'est Griod, un instrument de musique en Python sur lequel je massacre joyeusement le thème de Zelda sur demande. Et puis professionnellement, je me suis mis à faire du training, donc container mais surtout Kubernetes. Si vous avez besoin de formation Kubernetes, venez me voir après, on en parle. Mais j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance en fait de pouvoir m'arrêter finalement assez tôt par rapport à si jamais j'avais pas eu cet argent de côté. En fait, je pense que j'aurais continué jusqu'à physiquement plus pouvoir faire le job. Mais je constate quand même que j'ai moins d'énergie qu'avant. Avant, on pouvait me trouver comme ça dans des aéroports en train de faire des choses. Avant de prendre l'avion, j'étais là, hop, on va faire un blog post, un truc, je montais dans l'avion, j'étais productif. Maintenant, non, quand j'arrive à l'aéroport, je m'assois, je fais, bon, c'est quand qu'on embarque là? Donc c'est différent. Et puis il y a des jours où ça va pas bien, mais ces jours-là, je tape dans le self-care, je m'autorise à prendre une journée pour m'occuper de moi. Et j'ai aussi beaucoup de chance parce que les jours où il y a des impératifs, comme ce matin par exemple, en général, ça va très bien. Ce que j'aurais aimé savoir depuis le début, plutôt que de l'apprendre comme ça un peu sur le tard, c'est que la dépression est une maladie comme une autre. Ça ne nous viendrait jamais à l'esprit de dire à quelqu'un qui a la grippe ou une gastro « Bon allez bonhomme, tout ça c'est dans la tête, hein, allez lève-toi et puis on y va ». Non, la dépression c'est pareil. Même si c'est dans la tête médicalement, ça n'empêche que c'est pas pour ça pour autant qu'on peut s'en sortir comme ça en claquant des doigts. C'est surtout difficile à accepter pour nous qui, en général, sont des gens assez scientifiques. On a l'habitude des choses carrées, déterministes, sauf quand on fait du CSS. Total respect pour les gens qui font du CSS, je ne sais pas comment vous faites. Mais en général, quand on se casse un bras, on fait une radio, on fait « Ah ouais, il y a 2 morceaux, donc c'est cassé ». Pour la dépression, c'est pas pareil, parce que même si ça peut être lié à la chimie du cerveau, on ne peut pas facilement mesurer nos taux de neurotransmetteurs pour en tirer des conclusions comme ça. Donc on n'en est même pas à l'époque du printf à l'arrache dans le code pour ce qui est de la santé mentale. Ça n'empêche qu'on peut être data-driven. Ça, c'est mon mood chart, par exemple. Donc tous les jours, je notais comment je me sentais selon différents critères. Et puis après, ça me permettait de trouver des corrélations, voire de confirmer des suspicions. Donc on peut quand même avoir de l'analyse comme ça. Dépression et burn-out, ça se ressemble beaucoup. Quand j'ai dit à une amie comme ça, ouais, a priori, c'est un burn-out, ma dépression et tout, elle m'a dit, en fait,
C'est un peu la même chose, tout ça, non? Le burn-out, c'est un peu la dépression du riche. Alors, c'est pas complètement faux. Il y a beaucoup de symptômes en commun, mais il y a aussi beaucoup de recherches, donc notamment de Christina Maslach, qui montrent qu'il y a des choses propres au burn-out. Le burn-out, on pense souvent à l'épuisement des gens qui travaillent 1 million d'heures par semaine, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être un conflit de valeurs. Si vous êtes un pacifiste, mais que vous bossez chez Matra ou Dassault, ça ne va pas très bien se passer. Ça peut aussi être un manque de reconnaissance, l'impression que ce qu'on fait, ça ne sert à rien, etc. Il y a des outils pour mesurer le burn-out, comme ce fameux MBI dont je parlais. Et puis, ce sont des choses qui sont très courantes, très courantes. Donc, une personne sur 5 qui va faire face à ça. Quand j'ai publié un blog post où je racontais un petit peu tout ça, j'ai eu d'une part des centaines de soutiens qui m'ont fait très chaud au cœur, mais aussi des dizaines de témoignages de gens qui ont vécu des choses similaires et des fois même beaucoup plus fortes que moi, ce qui m'est arrivé. Alors, on a beaucoup de préjugés sur la santé mentale. Je pense qu'il faudrait en finir avec tout ça. Il y a beaucoup de gens dans cette pièce qui, tous les matins, ont besoin d'une molécule pour pouvoir se lever et fonctionner pendant la journée. Sans ça, on ferait des vrais locs, on n'arriverait à rien faire. Et c'est une molécule qui est fortement addictive parce que si on l'arrête, après, on a un effet de manque comme ça très difficile. Cette molécule, c'est la caféine. Donc, si vous avez des a priori sur les antidépresseurs, je vous invite à réfléchir, à savoir si vous avez les mêmes a priori sur les gens qui boivent du café. Je suis très sérieux avec ça, réfléchissez-y, parce que la caféine, c'est une drogue aussi, qui est avec un même niveau d'addiction que l'ecstasy ou la weed, par exemple. Vous cherchez les données, vous verrez. Hein. Alors, les médicaments, ça peut aider, mais il faut trouver les bons. Comme je vous ai dit, hein, il a fallu pour moi en tester 3 et faire des ajustements. La thérapie, ça aide énormément aussi. Je pense que la thérapie, c'est un petit peu comme la salle de sport. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui habitent au 5e sans ascenseur et qui font des métiers physiques. A priori, ils n'ont pas besoin d'aller faire de la gym. Par contre, des gens qui sont sans arrêt aller en voiture, un truc sédentaire au bureau, etc., ces gens-là, faire du sport, ça va les aider contre les maladies cardiovasculaires et compagnie. La thérapie, c'est pareil. Il y a des gens qui n'en auront jamais besoin, tant mieux. Il y a des gens que ça peut aider, donc il ne faut pas non plus avoir d'a priori dessus. En moyenne, la situation est plus difficile à gérer dans des startups. Ce n'est pas forcément absolu, mais parce qu'il y a moins de gens, donc quand quelqu'un s'en va, ça fait tout de suite beaucoup plus de travail sur les autres. Il y a moins d'argent, donc c'est plus difficile de prendre un break. Et puis il y a moins de repères pour comparer sa charge de travail avec celle des autres. C'est ce qui m'est arrivé. Donc les startups, c'est un environnement moins favorable quand on est fragilisé comme ça. Pour conclure, le rôle de l'entourage, c'est super important. Je vais faire un petit coup de gueule perso. Le plus important, je pense, dans un job, c'est pas est-ce que j'ai des super collègues, est-ce que je travaille sur une stack super intéressante, c'est le manager. Si vous avez un bon manager, tout va bien se passer. Si vous avez un mauvais manager, le reste, ça servira à rien. J'ai des gens très proches que j'aime beaucoup qui ont eu plusieurs années de leur vie et une grosse partie de leur carrière foutue en l'air par un mauvais manager. Et je pense que c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense, surtout en début de carrière, on ne pense pas forcément à ça. Donc voilà. Autre chose, prenez soin les uns des autres. Alors ça a l'air un petit peu flou comme ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? De temps en temps, prenez des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, dont vous n'entendez pas trop parler. Tiens, comment ça va? Si vous voyez que c'est quelqu'un qui n'a pas trop motivé pour parler par texte ou quoi, faites un petit call vite fait, juste pour parler de tout et de rien. Et vous serez surpris des fois de l'impact que ça peut avoir sur les gens. Voilà, cette présentation, malheureusement, c'était ni un antidote, ni un gilet pare-balles contre la dépression et le burn-out, ça serait bien trop facile. Mais si ça vous a donné envie d'en apprendre un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus, pour moi, c'est mission accomplie. Merci beaucoup.